Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des coulisses du mental. J'ai toujours été fasciné par le mental, ce qui nous permet de traverser, comment il se prépare, comment il se tend, comment il se relâche. Et je me suis souvent demandé ce qui se passe dans la tête de ceux qui vivent la pression à un niveau extrême. Les militaires par exemple. Quand ils sont sur le terrain, en mission, qu'est-ce qu'ils ressentent vraiment? Comment ils gèrent la peur, la fatigue, le doute? C'est ce que j'ai voulu comprendre dans cet épisode. Pas dans un livre, pas dans un film, mais dans la vraie vie. Romain a passé plus de 10 ans dans l'armée. Il a connu la pression, le stress, la cohésion, et ce moment si particulier qu'il appelle le calme sous le feu. Il a aussi connu l'après, le syndrome post-traumatique, l'acceptation et la reconstruction. Ensemble, on a parlé du corps, du mental, du souffle, de la manière dont on prépare la panique, et de comment un jour on apprend à apprivoiser l'ombre. L'épisode est si riche que je vais vous le proposer en deux parties. Dans cette première partie, on va plonger dans le mental du tireur de précision, entre discipline, respiration, apprentissage et cohésion. Et dans la seconde partie, on ira explorer ensemble ce qu'il y a derrière. L'ombre, la reconstruction, la lumière, avec pour vous des outils, des pensées et des questions à tester et à remporter. Je vous souhaite une excellente écoute. Et aujourd'hui, je vous emmène dans un nouvel univers, celui de Romain, un ancien militaire devenu entrepreneur et designer concepteur d'espace. Donc, Romain, bienvenue à toi. Je suis ravi de te recevoir. Comment vas-tu déjà pour commencer? Salut, bah, tout va très bien. Enchanté de faire cette aventure avec toi. Ouais, trop cool, trop cool. Et peut-être pour commencer, est-ce que tu peux prendre un moment pour te présenter avec tes mots pour ceux qui vont nous écouter? Ouais, avec plaisir. Ah bah, du coup, donc je m'appelle, Romain Carretero, j'ai 38 ans, je suis papa d'un petit garçon de 8 ans qui s'appelle Gabriel. Je suis marié, depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Effectivement, je suis un ancien militaire, je me suis engagé, dans les années 2005, du coup il y a 20 ans maintenant et je suis resté engagé, dans l'armée de terre, un peu plus de 10 ans, je dirais entre 11 ans et demi et 12 ans, exactement. Et effectivement, je me suis reconverti, à l'issue de cette première période, je dirais professionnelle, qui est une belle école de la vie, je dirais, pour se lancer après en tant qu'entrepreneur. Et du coup, effectivement, aujourd'hui, maintenant, je dirige une entreprise qui s'appelle RC Design et qui est spécialisée dans la conception d'espaces de travail, où j'accompagne des clients sur, comment aménager leurs espaces. Donc on part des fois d'une feuille blanche et on va jusqu'à la réalisation de leurs travaux par le biais de partenaires ou d'entreprises, indépendantes sur la réalisation des travaux. Super. Alors, on reviendra plus tard sur cet aspect-là de ta nouvelle vie, d'entrepreneur. Ouais. Pour cette première thématique, j'aimerais qu'on revienne, sur ce parcours à l'armée, aussi, ce qu'on peut percevoir comme cette école aussi du mental et du terrain. Et peut-être la 1 question, c'est, qu'est-ce qui t'a amené avec le recul à emprunter ce chemin de t'engager à l'armée et qu'est-ce qui était important peut-être pour toi là-dedans? Alors, qu'est-ce qui m'a amené à l'armée? En fait, c'est vraiment, ça m'est tombé un dessus par hasard, je dirais. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a amené à l'armée, c'était plutôt l'aventure. Moi, je suis un OK. grand fan de Indiana Jones, ce genre de choses et quand j'étais gosse, c'est ça, c'est le quand on me demandait: «Qu'est-ce que tu veux faire?» moi, je veux être aventurier et finalement, arrivé au lycée, le bac en poche, je me dis: «Qu'est-ce que je vais faire de ma vie?» Ça existe pas un doctorat d'aventurier. Heu C'est une bonne et idée ça, tu vois? c'est ouais, ça pourrait l'être. Mais du coup, j'étais à fond un peu aussi dans le sport. Je faisais pas mal de sport à cet âge-là et l'aventure, le sport, heu, naturellement, l'armée est arrivée, à moi. Alors il y a ce genre d'événements, tu sais, qu'on retrouve dans les lycées. Alors je sais plus si ça existe, à l'heure actuelle, mais il y avait ces journées des métiers qu'on Mmh. retrouvait, à des moments particuliers de l'année, souvent en fin d'année ou des choses comme ça justement pour il y avait des écoles qui étaient présentes et je savais souvent l'armée est présente, donc avec la marine, l'armée de terre, l'armée de l'air, des choses comme ça et puis, en discutant comme ça, parce que je suis un peu curieux, je suis allé les aborder et puis en savoir un petit peu plus et la personne m'a dit: «Bah, le profil correspond entre guillemets, vous avez l'air volontaire, motivé, sportif et cetera. Pourquoi pas passer les tests, d'entrée? Vous verrez ce que ça peut donner, quoi». Et cette idée, enfin, cette petite graine, elle s'est semée, dans mon cerveau et Mmh. donc du coup, l'été est passé et puis je me suis engagé. D'accord. Voilà, ça s'est passé un petit peu comme ça. Donc effectivement, je me suis engagé assez jeune, 17 ans et demi, 18 ans, enfin, j'étais entre 17 ans et demi et 18 ans.
parce qu'on peut s'engager dans l'armée, même en étant mineur, entre 17 ans et demi et 18 ans Ouais. et c'est ce que j'ai fait. Donc j'étais le plus jeune de ma promo, pour le coup, mais voilà, ça c'est l'armée, elle est arrivée un petit peu comme ça. Donc ça a OK. surpris un petit peu tout le monde parce que c'est un métier qui est quand même assez axé sur, l'armement, le conflit, enfin le c'est pas des c'est un métier qui peut faire un peu peur, surtout pour un des parents ou, de la famille Ouais. et je leur ai dit: «Bah, j'ai envie d'essayer de me confronter un peu à mes limites», et tout ça, avec l'aventure et le sport, qui tourne autour, «l'armement» entre guillemets et le conflit, c'était secondaire, en tout cas au début. Parce qu'il y en a D'accord. qui s'engagent pour ça, hein, il y en a qui s'engagent pour, parce qu'ils ont ils ont envie d'être militaires. Mmh. Heu, voilà. Donc je dirais qu'il y a ce point-là et le deuxième point, c'est que je me suis senti toujours, patriote, je dirais, dans l'âme depuis que je suis tout petit, tu vois? Et je trouvais que de donner quelques années de son temps à son pays, bah, c'était, aussi important. Donc voilà, ça correspondait un petit peu à mon état d'esprit, de l'époque. OK, super. Tu sais, quand on avait échangé un peu ensemble, tu m'as expliqué qu'il y avait aussi une évolution dans ton parcours à l'armée. Alors tu me corriges le terme, est-ce que tu es Ouais, devenu donc tu t'es formé pour devenir aussi, tireur de précision, c'est ça? c'est ça, ouais. Alors, à l'armée, en général, en tout cas, moi, je me suis engagé comme militaire du rang. À l'armée, OK. on peut rentrer à plusieurs paliers. L'armée, c'est, il y a 3 familles dans l'armée. Il y a les militaires du rang, les sous-officiers, les officiers et le bac en poche, moi, je pouvais rentrer, sous-officier, mais quand j'ai commencé à me faire, recruter, ils m'ont dit: «Bah, si tu rentres sous-officier, tu rentres comme dans une école traditionnelle et puis, au résultat, c'est-à-dire que selon le classement que tu auras à la fin de la formation, ah bah, tu pourras choisir telle ou telle arme et tel ou tel régiment». Et là, du coup, ça m'a mis un premier stop et je me suis dit: «Non, moi, je veux choisir ce que je veux faire». Donc il m'a dit: «Beh, il faut rentrer militaire du rang». Militaire du rang, ça a le désavantage de rentrer tout en bas, donc tu es tout en bas, finalement, mais tu as l'avantage de choisir ton régiment OK. et les régiments ouvrent des postes et tu peux postuler et par rapport à ton je dirais à ton pédigré, si on peut dire ça simplement, ça te permet d'accéder ou non à ces régiments et donc du coup, je suis D'accord. rentré comme simple fantassin, un grenadier voltigeur, c'est le terme un petit peu générique, soldat de base, si tu veux Ouais. et puis le tireur de précision, il est arrivé après, enfin le titre de tireur de précision, il est arrivé un petit peu après parce que, c pour, ouais, devenir tireur de précision, il faut être un petit peu détecté, si tu veux. C'est un peu comme le sport de haut niveau et cetera. Ben, on va d'abord rentrer, faire ses classes, puis faire ses preuves, puis, nos responsables et encadrants et beh, vont dire: «Bah, lui, il a tel profil, je le vois bien ici» et cetera. Puis ça remonte. Puis finalement OK. après on se fait proposer des postes et on accepte ou non. Souvent on Mmh. accepte, hein, l'armée, hein, c'est et puis voilà et ça s'est OK. passé comme ça donc ouais, j'ai passé une grande partie de ma carrière à être tireur, de précision, tireur à faire F2 exactement. Faire F2 OK. c'est un fusil. Voilà. Super. Et justement, alors si on commence, tranquillement à creuser cette, tu sais, cette notion de mental qui est un peu la ligne directrice de mon podcast. À quoi ça ressemble le mental d'un militaire, tireur de précision sur le terrain, tu vois? Avec le recul, qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? Alors je dirais que le mental d'un tireur de précision, c'est une mécanique qui se met en place, comme dans tous les métiers, hein. C'est-à-dire que quand on débute dans un métier, on n'a pas tous les tenants et aboutissants du métier et au fur et à mesure, on met en place, des méthodes, qui sont soit transmises par nos pairs, soit qu'on apprend, par le biais de formations très, traditionnelles. On en parlera peut-être par la suite, mais effectivement, il y a pour le mental, il est travaillé, je dirais, à la fois parce qu'on est un peu brut, quand on rentre à l'armée, on est un peu, je dirais, des diamants bruts, si on OK. et puis au fil des années, eh ben, on va devenir de plus en plus, perfectionné, bah, comme encore une fois, comme n'importe quel métier, hein. L'armée, ça reste un métier, à part, parce que c'est Mmh. un monde un peu fermé, mais ça reste, un métier, comme tous les autres. On apprend un métier, on se perfectionne et puis on monte et le mental du tir à précision et du militaire de manière plus large, effectivement, on le perfectionne de manière personnelle. On va, bah, se focaliser sur des objectifs et puis après on a des outils qui vont nous permettre d'upgrader notre mental. Parce que forcément OK. heu, faire partie d'un conflit armé sur un théâtre d'opération, c'est pas naturel. On avait pu en parler quand on avait préparé l'émission. Ça a eu été naturel à une époque qui est pas si loin que ça, mais à une époque où, l'Europe était constamment en guerre, l'homme partait à la guerre. Enfin, on a cette image de l'homme partant à la guerre il y a quelques siècles maintenant, mais en tout cas, voilà, plus maintenant. Mmh. Avec le recul, parce que ça fait plusieurs années, donc tu n'es plus dans l'armée.
Est-ce que ça Ouais, t'a appris, par exemple, on pourrait regarder plusieurs thématiques, mais si on prend, par exemple, la gestion du stress, tu vois? Hem, ouais. est-ce que par Alors rapport à effectivement, ça, ouais. tu as des clés ou des choses que tu sais avoir mobilisées, par rapport à ça spécifiquement? Oui, forcément, le stress, à l'armée, c'est partie intégrante du métier. On est forcément toujours soumis, à un certain stress, que ce soit en entraînement, en formation et pour le je dirais le métier, pour lequel on est formé, bah, le théâtre d'opération et la mission en elle-même. Donc le stress, il est partie prenante, en fait, de notre métier et on apprend effectivement à le gérer et je continue à mettre en place des outils que j'ai pu apprendre et perfectionner à l'armée dans mon quotidien de nouveau civil, je dirais. Mmh. Et effectivement, c'est des outils qui permettent soit je dirais de calmer un petit peu le jeu au niveau mental, parce que enfin, quand on est en phase de stress, quel que soit je dirais l'être vivant, hein, il n'y a pas simplement les humains, hein, qui vivent du stress, l'animal, le végétal, enfin tout est soumis à un certain stress, Mmh. et donc du coup, apprendre à vivre avec et à ce que ça devienne un moteur plus qu'un frein, c'est un peu l'objectif du militaire en mission. Il faut pas que le stress devienne ouais, un frein, à la gestuelle, au mouvement, à la réflexion. Parce qu'encore une fois, c'est un métier où on doit réfléchir, vite et bien. Ouais. Bah, justement, ouais, c'est hyper intéressant sur cette idée-là de ce que tu dis de calmer le jeu mental et je pense que ça peut parler à tout le monde, en différents contextes, tu vois? Mais est-ce que tu as un exemple justement d'outils que tu utilisais pour ça Ouais, alors, ben, spécifiquement? il y a différents outils. Je dirais qu'il y a plusieurs outils à différents moments du de la mission. Moi, c'était de la préparation mentale beaucoup plus lointaine, où on venait se visualiser un objectif, analyser, bah, avec du matériel autour de nous, hein, c'est-à-dire de la carte, du GPS, enfin beaucoup d'outils qui permettent de visualiser d'une part, la mission et l'objectif en 3 dimensions, de se dire: «Bah, voilà, ça va se passer comme ci, comme ça» et puis visualiser à la première personne, qu'est-ce qu'on va faire et comment on va le faire. C'est un travail, je dirais, c'est un travail personnel, c'est un Mmh. travail qu'on nous apprend, à mettre alors c'est pas tous les militaires qui font ça, hein. C'est pas, il y a pas tous les militaires qui vont faire du top, enfin donc des techniques d'optimisation du potentiel. C'est pas tous les militaires qui vont le faire. Mais c'est la plupart des militaires qui le mettent en place, c'est soit des unités qui sont régulièrement sous le feu, soit c'est des unités qui ont un poste, stratégique, je dirais. Heu, donc on vient mettre en place ça et ça permet de visualiser l'objectif. Encore une fois, ça peut être de l'objectif très simple. Typiquement, si on parle heu, de fouilles de village, une fouille de village, OK. que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient, et cetera, pour aller, voir s'il y a de l'armement, dans ce village ou s'il y a des personnes qui sont mal intentionnées, voilà, de se préparer à faire de la fouille de village. Même moi, si j'étais tireur de précision, moi, j'étais mon objectif tireur de précision, tu es intégré à un groupe de combat. Tu es OK. là tu là pour soit appuyer ce groupe, soit pour, protéger ce groupe, à distance ou anticiper un problème qui peut arriver à distance. Parce que c'est OK. des armes qui tirent, c'est une arme qui tire à 800 m, mais ça peut aller un peu plus loin. Donc, de 800 m, ça peut paraître très proche, mais c'est assez loin, dans un conflit armé. Parce qu'il faut savoir que l'ouverture du feu en conflit armé, on s'en rend peut-être pas compte parce qu'on voit ça à la télé ou dans les films, mais c'est très proche. Ça peut être 10 mètres, ça peut être, 5 mètres, ça peut être, Ah ouais, à ce 30 point-là? mètres. OK. Ça peut être très, très proche parce que surtout quand on est en zone, urbex, donc urbaine, donc, un bâtiment, une porte et derrière, il peut se passer quelque chose. Donc c'est très, très, très proche. Donc moi, c'était plutôt très loin, ça faisait très, très loin, tu vois? 800 m, 1000 m, ça fait assez loin. Visualisation mentale, c'est vraiment un outil que j'utilise encore aujourd'hui, qui permet de préparer la mission. Si on le rapporte, aux civils, une réunion, un gros événement, on en parlait pareil en préparant la mission. Mmh. Juste avant l'émission, moi j'avais un rendez-vous ce matin assez important pour, signer un contrat important, d'études et puis derrière, des travaux, plusieurs centaines de milliers d'euros de travaux et cetera. Ah bah, ça, il y a toujours une phase de stress. On se dit: «Bon, bah, est-ce que le client va signer? Est-ce qu'il va Mmh. accepter mon offre? Est-ce qu'il» ah bah, tout ça, mécaniquement, maintenant, je le mets en place. C'est-à-dire que hier, ce matin, dans la voiture, je me vois dans la salle de réunion, je me vois faire ci enfin, tu vois, il y a un déroulé qui s'opère. Alors c'est Ouais. très, ça s'apparente à du rêve. Je sais pas si tu vois, enfin, tout le monde connaît ça, hein, le rêve. C'est-à-dire que Mmh. quand tu te réveilles, tu as vécu, c'est un peu flou. Donc en fait, c'est un peu comme des flashs. Tu te vois en train de faire ci, tu te vois en train de faire ça. C'est pas que tu déroules pas un exposé Mmh. et tu pas en rendez-vous, tu pas censé ressortir ce que tu as préparé en préparation mentale, c'est pas ça. C'est vraiment se préparer, se mettre dans l'état d'esprit En dans l'état contexte, d'esprit de ouais.
dans le contexte, à la première personne et voir qu'est-ce qui peut se passer. Il y a ça, ça Ça me c'est un parle outil, beaucoup, si je peux juste rebondir. Je ouais, l'utilise beaucoup, c'est, en coaching, la visualisation, parce que je trouve ça, hyper puissant et ce qu'on fait, ce que j'aime beaucoup faire, c'est le jeu donc où ce que tu parles quand tu le vis toi, donc tu es en état associé et de faire aussi, le ping-pong entre l'état dissocié où tu te vois dans la scène et après tu es toi-même dans la scène, tu vois? Et ça, je trouve ça hyper puissant, parce que, ce que j'avais vu aussi lors de mes formations, c'est que le cerveau, il sait pas faire la différence entre quelque chose en visualisation qu'il imagine et la réalité. En fait, dans les circuits neuronaux, ça va sécréter les mêmes choses. Donc c'est pour ça que c'est tellement puissant parce que plus tu vas répéter ces exercices de visualisation, plus tu vas développer des mécanismes de régulation exactement comme tu parlais. Donc c'est vraiment merci de partager ça et tu me disais que tu avais autre chose en technique top, donc tu appelles ça technique d'optimisation du potentiel, c'est ça? c'est ça. Alors ça, c'est des termes un peu militaires, hein, c'est des noms qui ont été mis en place. Il y a d'autres outils. Juste pour finir sur la visualisation, Ouais. la visualisation, elle permet aussi d'anticiper, certaines alors quand alors, moi, j'invite les gens, hein, qui vont nous écouter à le faire. C'est un outil qui est sympa à faire. C'est juste, se focaliser sur un objectif ou un projet qui va arriver très prochainement et on s'entraîne, en fait, à le visualiser et une fois qu'on maîtrise, ça, il y a pas de secret, hein, ça reste très basique, hein, comme méthode. Mais on peut s'amuser à créer du stress, Mmh. à créer, le client, pour le coup, si on revient sur cette réunion de ce matin qui s'est bien passée pour le coup, donc tu vois, elle s'est Ouais. bien passée, mais elle s'est peut-être pas bien passée grâce à ça, mais en tout cas, ça a peut-être aidé, en tout cas. Voilà. Mais en tout cas, quand, je fais ce genre de préparation, il y a toujours un scénario catastrophe ou un scénario, je dois projeter quelque chose à l'écran et finalement dans ma visualisation, il y a pas d'écran, ça marche pas. Donc comment je réagis? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Et en fait, Mmh. ça permet en fait de créer des automatismes, hem, de stress. Parce Ouais. qu'encore une fois, le stress, en période de stress et ça tout le monde l'a vécu, enfin, qu'on soit enfant, adulte et cetera, on a toujours eu un moment de stress dans notre vie. Mmh. On perd un peu ses moyens. On dit qu'on p «J'ai perdu mes moyens, j'ai perdu» et en fait, cette visualisation en mode catastrophe, elle te permet de te voir «réagir» entre guillemets et de dire: «Bah, non, finalement, c'est stressant, mais j'ai la solution». Parce que le stress, en fait, c'est pour moi, tu stresses parce que tu as pas la solution Mmh. ou tu stresses pour d'autres raisons, on en parlera peut-être après ou quand tu te fais tirer dessus, c'est stressant. Mais Ouais. c'est plus du stress, ça devient de la peur, c'est encore autre chose. Hem, donc voilà, ça c'est l'outil de visualisation et je te parlais d'un autre outil effectivement qui lui va, donc ça c'est un outil qui se fait avant l'objectif et finalement il y a aussi des outils à mettre en place pendant l'objectif parce que il y a d'autres méthodes. C'est des méthodes qui vont s'apparenter, si je devrais parler basiquement à de la respiration qui alors il faut pas que c'est pas des grands, inspiration, expiration, ça marche pas comme ça où ça va pas être ça. Mais en gros, c'est calmer le rythme cardiaque, enfin, respirer un petit peu sur son rythme cardiaque. C'est pour ça que, se connaître, et c'est là où je remercie l'armée aussi, c'est que ça quand tu sors de l'armée, tu te connais mieux. C'est-à-dire que tu Mmh. te connais mieux, je dirais mentalement, mais tu te connais mieux physiquement aussi. Savoir respirer pour calmer un rythme cardiaque, parce que encore une fois, on est des animaux, hein, donc dès qu'on est en stress, le rythme cardiaque s'accélère, c'est naturel, c'est pour courir, hein. À la base, le stress, c'est ça, hein, enfin, l'animal, il est stressé, il court. Enfin, il est Un pas censé mécanisme de fuir. survie? Ouais. Voilà, il est censé on a le cœur qui bat plus vite, justement pour engager, plus d'oxygène dans le sang, pour justement s'échapper d'une situation qui est délicate, dangereuse, stressante, et cetera. Et donc nous, on est toujours, on reste malgré tout je dirais des êtres, primitif. Moi, j'ai cette vision, on pourra l'aborder, mais pour moi, l'humain, il a évolué, effectivement, on a évolué. Mais tu vois, entre la préhistoire et maintenant, c'est une seconde, si tu veux, dans notre évolution. Donc, on a toujours ces capteurs et ces mécanismes qui sont en place. Peut-être qu'ils vont s'estomper avec l'évolution dans des centaines ou des milliers d'années, mais je serai plus là. Mais donc, du coup, tout ça pour dire que de calmer sa respiration sur son rythme cardiaque, ça permet de le faire. Donc, du coup, il y a plein de méthodes Mmh. qui sont mises en place à l'armée, que ce soit sur de la respiration statique. Moi qui étant tireur de précision, enfin j'étais tireur de précision, on fait du tir statique, on fait pas du Ouais. tir, en marchant, en courant. Le militaire peut tirer en marchant, en courant et cetera, comme je pouvais le faire vu qu'on était en double dotation. J'avais à la fois un fusil d'assaut
et un fusil de précision. Mmh. Mais, avec un fusil de précision, c'est sur bipied, ça bouge pas, c'est voilà, même si tu peux faire du tir en mouvement, c'est-à-dire suivre une cible qui bouge ou qui roule, mais toi, tu es statique. OK. Donc, du coup, il faut savoir se calmer de manière statique et après il y a la méthode de savoir se calmer en mouvement. Typiquement, la respiration afghane, si on en parle, c'est la respiration en mouvement. Typiquement, quand tu fais de la marche, hem, tu vas faire, de la respiration afghane pour te calmer. C'est, en gros, tu fais une inspiration sur 5 pas, tu retiens ta respiration sur 5 pas et tu OK. expires sur 5 pas et tu recommences. Et D'accord. ça dans l'effort et dans l'effort ou pour l'avoir, vécu, où tu es à un endroit et puis il faut que tu marches une quinzaine, vingtaine de kilomètres en mode, stressant, parce que du coup tu es Ouais, pas dans un jeu vidéo, hein, c'est de la vraie vie. ouais. Du coup tu mets en place ce genre de choses et ça te permet de redescendre un petit peu. Alors tu fais pas 30 bornes en marche afghane, mais le but c'est de mettre ça en place sur, peut-être, 2-3-4-5 minutes et ça permet après derrière de redescendre un petit peu au niveau, stress et cetera. Bah, merci de partager ça. Alors moi, du coup, quand je m'imagine, aussi un militaire sur un terrain et cetera, pour moi, il y a aussi cette notion de, on a parlé de la peur, mais aussi de la fatigue, tu vois? Ouais. Comment tu gérais, cet aspect, particulièrement de la fatigue? Est-ce que il y a des techniques pour optimiser ça qu'on vous donnait, que tu as mis en place, qui ont été efficaces pour toi? Oui, alors la fatigue effectivement c'est l'ennemi numéro un du soldat, mis à part celui qui est en face. Ouais, C'est l'ennemi numéro un parce qu'il faut savoir qu'on n'est pas aux 35 heures à l'armée quand on est en ouais, mission. Heu, les 35 heures, on les fait en 1 jour et demi, pour donner un ordre d'idée. Si OK. tu veux, ça m'est arrivé de bosser, 22 heures sur 24 ou 21 heures sur 24. Donc effectivement, alors quand je te parle de ça, c'est, quand tu es un soldat aguerri, pas Mmh. le jeune soldat qui a 18 ans, 19 ans. Ouais, Sur sa première mission, il va pas être engagé aussi fortement. Mais il pourra le devenir s'il est détecté et qu'il part sur un poste, qui le demande. Mais effectivement, toutes ces, techniques pour, limiter la fatigue en tout cas, ça fait partie de ces techniques d'optimisation du potentiel où derrière on nous apprend, je dirais soit à s'endormir de manière, très rapide, OK. heu, qui ça s'apparente un petit peu je dirais, c'est pas pareil, hein, mais ça s'apparente un petit peu à de la sophrologie ou de la méditation. OK. Mais, mais en tout cas, moi, quand j'étais à l'armée, j'ai pas été accompagné par des gens qui mettaient en avant la sophrologie, la méditation, mais moi, je l'ai compris comme ça. Ça pour moi, ça s'apparente un petit peu à ça, où c'est en fait, c'est, entrer dans un état un peu second de bulle. Tu viens te déconnecter du réel pour, encore une fois, redescendre et puis réussir à t'endormir. Hem, S'il y a des militaires qui nous écoutent, ils vont connaître ça et quel que Mmh. soit le poste dans l'armée, dès qu'on fait une marche qui va dépasser les 50 bornes, de nuit, heu, ils mettront tous leurs mains à couper. Oui, on peut s'endormir en marchant. On peut marcher en dormant, Waouh! tu vois? Donc c'est, tu sur des longs trajets, des choses comme ça où tu dois marcher, tu es chargé et cetera, tu es Ouais. épuisé. On s'accroche au sac, tu t'accroches en fait, ça fait une chenille Du humaine où collègue tu devant. t'accroches Ouais. du collègue devant qui lui aussi est en train de dormir. Il y a que celui qui est devant qui dort pas finalement, presque. C'est un sommeil qui est pas, profond, hein, si tu veux. C'est un sommeil où tu viens te reposer, où en fait, tu marches mécaniquement et puis tu dors et puis d'un coup, boum, ça tu te réveilles parce que tu as trébuché sur un caillou. Enfin, tu vois, c'est des micro-siestes, micro-sommeils Mmh. qui vont durer je dirais de quelques secondes à quelques minutes. Tu vas pas marcher comme ça pendant 2 heures, hein. Ouais. Tu vas marcher pendant quelques minutes, mais ça permet de se reposer. Pareil dans des véhicules, où tu vas, avoir des temps qui sont, je dirais, safe, sécurisés, où, tu déconnectes. Mmh. Tu déconnectes et tu te mets en repos. Et après, il y a la phase de déconnexion où il y a l'apprentissage, on en avait parlé également quand on a préparé, l'émission, où, l'apprentissage à dormir en période de stress. C'est-à-dire, dormir sous le feu. Alors quand je dis sous le feu, c'est pas en mission de combat, tu dis: «Bon, bah, je vais faire une petite sieste les gars». Non, ça marche pas comme ça, on est sur un camp, parce qu'on a fait une «percée» entre guillemets, dans un territoire, qui est considéré comme, hostile. Puis on crée un petit camp avec le génie qui va nous mettre un petit peu des barricades, des choses comme ça, un petit peu en terre avec des sacs qui sont remplis. On met 2 tentes
et des 2-3 lits picots et puis on va dormir dedans et à 1 kilomètre, 500 mètres, 3 kilomètres, ça tire. Ça tire, ça Mmh. tire, ça tire. Que ça tire, à de l'arme légère, mais ça peut tirer aussi à de l'obus, ça peut Des tirer, objets, ouais. ça peut tirer au FLG, donc le FLG, c'est le fusil lance-grenade ou ça peut tirer à de la du lance-roquettes, des choses comme ça et bah, c'est pas mon tour, en fait. C'est pas moi qui suis de garde, c'est pas moi qui suis en mission. Mes collègues, ils sont sur place, ils sont réveillés. Là, c'est mon temps de repos parce que quand eux, ils vont être crevés, c'est mon tour d'y aller. Donc si je suis en phase de stress, dans mon duvet ou par terre en train de me poser dans un trou et cetera, il va falloir que je me repose parce que si je me repose pas, demain, ou tout à l'heure, c'est moi qui vais y être. Et si je suis éclaté, bah, ça va pas le faire parce que du coup, je vais faillir à ma mission. À l'armée, on dit qu'il faut pas se mettre volontairement, inapte au service. Mmh. C'est Sans trahir, tu vois, du tout le secret des opérations, quoi que ce soit, mais avec le recul, est-ce qu'il y a une scène ou une sensation ou un moment précis, tu vois, qui t'a marqué de ton expérience militaire, tu vois? Quelque chose, tout de suite qui est évident pour toi? c'est la cohésion Ouais. et la cohésion, ça joue beaucoup sur le mental. Parce que, quand tu es tout seul, quand tu es dans une équipe, mais que mentalement tu es tout seul, c'est compliqué. Tu peux avancer, hein, tu peux avancer, mais si, la confiance, le parce que là, quand on me parle de confiance, quand on est, dans un bureau, maintenant je suis dans un bureau, c'est pas la même confiance que quand on est dans un véhicule qui va s'ouvrir sur les enfers. Ouais. C'est entre guillemets, tu vois? C'est donc L'enjeu est les mecs, différent, ils ouais. l'enjeu est différent et je dirais que l'armée a cette, force, hem, qui permet d'effacer tout ça. C'est-à-dire que ça permet en tout cas moi, comment je l'ai vécu, hein, il y a d'autres militaires qui peut-être qui le vivent différemment ou qui l'ont abordé différemment, mais j'aime ce principe d'effacement. OK. Il y a l'individu, l'armée met en avant ses soldats, par le biais de reconnaissance, de médailles, de félicitations. Enfin, l'individu est porté, hein, il y a Ouais. l'individu, mais il s'efface rapidement, pour mettre en place, ce collectif et typiquement, des tensions qu'on peut avoir avec d'autres camarades ou autres, la mission commence, il y a plus de tension. Il y a plus de Ouais. c'est la réussite de la mission. Parce que la réussite de la mission, ça veut dire que nous, on rentre. Mmh. Ouais. C'est pas ce qu'on abordait il y a quelques minutes où c'est la signature dans le contrat ou un rendez-vous qui s'est mal passé, c'est pas pareil. C'est Mmh. le contrat rempli, c'est qu'on rentre à la maison tous ensemble. Mmh. Ce qui ne s'est pas passé à chaque fois, hein, Mmh. c'est là où c'est un peu triste et un peu dur, sur le moment en tout cas, mais heu, mais voilà. Il y a cette phase-là et puis, ce que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup apporté l'armée, c'est la transmission, je dirais et l'armée, c'est, comme je disais en préambule, c'est une école de la vie où, une école, quand on va à l'école, il y a forcément un professeur ou une maîtresse et des élèves et en fait, à l'armée, on est constamment élève et professeur. Alors, on est forcément élève au début, Mmh. parce qu'on n'y connaît rien et très rapidement, l'armée va donner, des responsabilités de transmission. Rien que quand on est caporal, le caporal, il va diriger à son petit niveau des premières classes, des soldats, pour leur apprendre certaines choses et cetera. À l'armée, on dit qu'il y a, hem, la fonction prime sur le grade. Moi j'étais caporal-chef à l'armée, donc je gérais un tout petit groupe de combat et pour pas dire un trinôme et cetera. Mmh. Hem, mais en fin de carrière, je faisais de l'instruction sur le tir de combat, bah, il m'arrivait de former des colonels, des généraux, sur le tir de combat et du Ouais. coup, les gens m'écoutaient comme si j'étais leur supérieur hiérarchique depuis 20 ans, quoi. Il y a Mmh. cette faculté à s'effacer encore une fois, à dire: «Oui, j'ai beau être général, j'ai beau être colonel, j'ai beau être adjudant-chef, c'est toi qui sais, c'est toi qui vas m'apprendre, je me mets à ton niveau et même en dessous, pour que tu aies toutes les capacités et les possibilités de me transmettre au mieux tes connaissances». J'en ai un qui me vient où c'est, à l'armée, on se fait ticker. Ticker, c'est, quand tu es en déplacement, tu te fais ticker, c'est tu te fais tirer sur le véhicule. D'accord? Bom, 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 ça tire, tac, tac, tac. Donc tu roules, tam, tam, ça tire. Selon la mission, dès le premier tic, on doit arrêter la colonne de véhicule et on sort. On doit OK. sortir du véhicule. Mais on se fait tirer dessus. Donc du coup, on doit sortir tout en sachant que derrière, il y a quelqu'un là et je me souviendrai toujours de ça où le le paraître qu'on peut retrouver dans le civil, la grande bouche du civil, tu sais Mmh. la personne qui est
moi je suis fort, moi je suis, c'est moi le boss, c'est moi, je suis costaud, c'est moi. Hem, dans ces périodes de stress, moi je te parle d'un truc où c'était ma deuxième mission, j'étais tout jeune entre guillemets, tout jeune, mais déjà tireur de précision, hem, où ton chef de groupe, il avait un ascendant assez fort sur toi parce qu'il a un gros caractère et heu et puis complètement brisé par la peur et le stress, il reste OK. dans le véhicule et moi j'étais le second du groupe et Waouh. il y avait 4, 5, 6 bonhommes. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais pareil que lui. Donc je fais quoi? J'ouvre la porte du VAP, donc OK. c'est les portes qui s'ouvrent à l'arrière. Je sors et je leur dis, en rigolant, je leur dis: «Les gars, la banane les gars, on y va» et tout le monde est sorti, mis à part cette personne qui est restée dans le véhicule et quand on est un peu transi par la peur, on va pas forcer la personne à sortir. C'est pas grave, Ouais. justement, il faut s'adapter et donc du coup, de se dire: «Qu'est-ce que je fais?» C'est à mon tour, quoi et Mmh. c'est un des moments les plus marquants où tu te dis: «Bon, Je fonce, qu'est-ce j'y qui va vais. Ouais. je sais pas ce qui va se passer, hein, je sais pas». Ouais. Mais pour motiver ces «troupes», entre guillemets, pour motiver les gars, c'est pas: «Allez, vas-y», c'est Mmh. moi, j'aime bien cette phrase de commander par l'exemple, tu vois? De Mmh. pas de dire: «Allez-y, c'est par là», c'est, «J'y suis, venez avec moi». Donc Montrer c'était un l'exemple peu pour embarquer les autres. Ouais. voilà, c'est ça et ça, c'est, je dirais en période si on parle du mental et cetera, ça a été un moment alors qui a duré, 3 secondes, hein. C'est vraiment, très, très court parce que c'est une colonne de véhicules où il y a, 5, 6, 7 véhicules. Et Voilà. c'est ce que j'aime bien, c'est que ces moments de déclic, en fait, ça peut être aussi très marquant et parce que c'est très rapide. Tu vois, tu dis que ça a duré 3 secondes, mais en fait, c'est ça qui te vient en premier er comme peut-être anecdote sur toi ou chose qui t'a marqué. Donc, merci pour le partage et ça me fait penser à une question, tu vois, que j'aimerais poser ici. Pas pour toi, hein, mais pour nos auditeurs qui puissent peut-être la prendre à emporter et à un moment de réflexion pendant qu'ils écoutent l'épisode. C'est, toi, vous qui nous écoutez, tu vois, quand tout s'accélère, comment tu fais toi, pour rester présent et où est-ce que tu trouves ton calme intérieur? Voilà. Où est-ce que je trouve mon calme intérieur? C'est alors tout dépend le moment, de stress. Je dirais que maintenant, depuis que je suis papa, mais j'étais pas militaire depuis que je suis papa, je suis plus militaire. Mais je dirais que dans ces moments un peu de stress, ça va se rapprocher à la famille, ça va se rapprocher à un moment un petit peu heureux de de ma famille et quand j'étais militaire, malgré que je sois marié, heu, le je dirais mon point d'ancrage, c'était un lieu. OK, C'était un chouette. lieu. Donc là mes parents là, si, s'ils écoutent, ce podcast, je sais pas s'ils l'écouteront, mais en tout cas je leur en parlerai, parce que c'est dit là je te dis des choses que comme en préparant l'interview, je te disais que moi j'échange peu avec mes parents sur ça parce que je c'est plus une carapace qu'autre chose. Donc c'est pour ça Mmh. que je dis s'ils écouteront parce que c'est toujours, complexe de discuter de l'armée avec ses proches. Mais en tout cas moi c'est un lieu. C'est-à-dire que moi c'est un lieu, d'enfance, chez mes parents, qui habitent toujours au même endroit où il y a un étang derrière la maison et un OK. ponton en bois. Et sur ce ponton, c'était l'endroit en fait, où je me sentais bien quoi. Ouais, un lieu Et de donc en fait refuge un peu. Ouais. voilà, c'est ça et donc en fait, c'est pas une, pensée mais en fait, c'était juste d'y penser, boum, ça me faisait redescendre un petit peu, je sais pas si c'est une bonne réponse, mais en tout cas, de se rappeler d'un Ouais, endroit où on a été, je dirais heureux ou, apaisé, c'est pas mal. En tout cas, pour moi, ça marche. c'est super intéressant, si je fais un petit parallèle avec le coaching, on peut appeler ça un ancrage. Donc tu vois, ça peut être un Oui. lieu, un moment et cetera, mais un endroit cocon, refuge. Donc, merci de partager ça et je te propose qu'on aille tranquillement vers la 2e partie de cet entretien ensemble, qu'on pourrait peut-être appeler le point de bascule. Tu vois, ce Ouais. moment où, tu t'es dit, après plus de 10 ans, dans ce rythme à l'armée, c'est peut-être temps que quelque chose change pour moi. Je ne sais pas comment ça s'est matérialisé pour toi ce point de tu vois, de bascule ou ce point de pivot. Mais comment tu perçois ça là maintenant à la lueur d'aujourd'hui, ce moment où un peu tout a changé, où tu as pivoté vers, l'armée, stop et la suite, à définir? Alors, pour le coup, il y a pas eu de moment de en fait, le moment de bascule, il a été malgré moi, je dirais. OK. Je l'ai subi, ce moment de bascule, parce que, lors de ma dernière mission,
peut le dire, en Centrafrique en 2014, un moment où c'était assez intense au niveau conflit. On est en pleine guerre civile, au milieu, puis on a des choses à faire, et cetera. Une mission assez, dure parce que beaucoup de blessés, beaucoup de problèmes sur place et hem et puis j'ai été blessé, pendant cette mission, mais de manière très, je dirais très succincte. C'était vraiment, superficiel. J'ai reçu, en Afrique, il faut savoir qu'il y a beaucoup de matériel qui circule, de matériel militaire, du matériel, que ce soit du russe, du chinois, des choses comme ça et donc en Afrique, ils ont des petits Kinder Surprise. C'est OK. des toutes petites grenades chinoises, qui balancent et qui font malgré tout quelques dégâts et lors d'une mission de reconnaissance dans un village, au nord de Mpoko, la capitale, on tombe sur pas je dirais pas ce guet-apens, mais un moment où on se fait, prendre un peu à revers. On était, en nombre en tout cas, on était inférieurs et puis, voilà, c'est pas très avancé et puis quelques grenades comme ça chinoises dégoupillées et boum, moi j'étais, pas très loin du devant de «la scène» entre guillemets et je prends à l'abdomen quelques petits éclats. Mais c'est très superficiel, hein, il y a pas eu d'opération, il y a rien eu. OK. Mais malgré tout, ça a été une blessure, pour le coup mentale Mmh. qui n'a qui n'était pas présente tout de suite. On est rentré de mission et cetera. On a fait ce qu'on avait à faire, on a fait notre mission, et puis quelques mois après, s'est installé en moi un 2e Romain, un Romain un peu plus énervé. OK. Je dirais et comme je te disais, il y a quelques minutes, moi je faisais de la for à la fin de ma carrière, je faisais de la formation sur le tir de combat. Donc j'accompagnais des gens, sur le tir de combat de l'arme automatique au pistolet, à l'arme de poing, au tir de précision et cetera, différents types d'armements et lors d'une formation de jeunes engagés, je dirais, bah, je pète un câble sur le pas de tir, avec une arme dans la main. OK. Mais il s'est rien passé de dramatique, mais je suis à l'armée, j'étais pas réputé pour être quelqu'un de violent et encore, toujours aujourd'hui, je suis pas quelqu'un de violent, je suis plutôt c'est bizarre à dire, mais je suis plutôt pacifiste pour un ancien Mmh. militaire. Mais en tout cas, voilà, j'ai toujours, pu de toute manière, posé, réfléchi, même si, il y a toujours des moments de pas de colère, mais on vit tout ça, hein, Mmh. dans notre quotidien. Mais là, d'avoir cet excès de colère avec une arme, où le ton monte, la gestuelle monte aussi. Il n'y a pas eu d'ouverture du feu, il n'y a rien eu, mais c'est une arme chargée, c'est voilà, c'est en formation, OK. donc première alerte de mes camarades, qui me disent: «Qu'est-ce qui se passe?» Et en fait, ça a été l'élément un peu déclencheur. Ils m'ont dit, à ce moment donné, ça tombait un peu comme des mouches. Plein de gars qui étaient avec moi en mission, stress post-traumatique qui se déclenche, dépression, suicide, enfin beaucoup de gens qui partent en vrille un petit peu à ce moment-là et hem et du coup, je décide, on me force, parce que moi, quand tu es dans cet état-là, tu crois que tu es dans la vérité, en fait. Tu t'aperçois pas de ce que tu fais, quoi, ou de ce que Oui, il y a un tu es. peu de déni, Heu, c'est ça aussi que il tu y a veux du dire? dé en fait, il y a Oui. c'est ouais, c'est ça, il y a du déni, il y a bah, non, mais tout va bien, c'est juste que là, je me suis excité un petit peu, mais Mmh. vous inquiétez pas, tout va bien. Mais ça se voyait dans mon ton, dans mes méthodes et ça se sentait aussi sur mon sommeil, tu vois? Beaucoup de cauchemars, beaucoup de mais souvent, tu fais des cauchemars quand tu rentres de mission, enfin, voilà, on n'est pas c'est pas un métier facile où on voit des choses, surtout quand tu es tireur de précision, à la lunette, tu vois des choses, voilà, c'est Ouais. pas que du tir, hein, c'est aussi de l'observation, beaucoup d'observation, donc tu vois des choses que le cerveau, il est pas préparé à Mmh. regarder et à digérer et donc du coup, si tu veux, c'est ce déclenchement qui a permis de me retrouver, à l'infirmerie, puis à l'hôpital militaire, pour, faire un rendez-vous avec un psy et cetera pour remettre à plat un petit peu, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Parce que l'armée, c'est très dur, mais c'est très humain. C'est-à-dire que Mmh. s'il y a quelqu'un qui est pas bien, on va essayer de faire en sorte de trouver pourquoi il est pas bien et cetera. De Donc du coup, l'accompagner, c'est ça? voilà, de l'accompagner et puis finalement, on pose un diagnostic sur ce qui m'arrive et je déclenche un stress post-traumatique à ma manière, parce qu'il y a plusieurs manières, encore une fois, de déclencher un stress post-traumatique et moi, ça se déclenchait sur les sautes un peu d'humeur et sur le sommeil. On en reparlait tout à l'heure. La fatigue engendre du stress et ainsi de suite et là, c'était clairement ça, c'était un petit peu cette spirale un peu infernale que je dormais de moins en moins, OK. puis impossible de dormir, hein, quasiment parce que dès que je faisais un cauchemar, je voulais pas m'endormir
enfin, je voulais pas mécaniquement, je ne voulais plus me rendormir pour ne pas revivre certains épisodes un peu traumatisants et donc tu arrives le matin, tu es claqué, puis tu dois quand même travailler et puis tu dois faire beaucoup de sport à l'armée, tu fais beaucoup de sport et cetera, donc ça te fatigue aussi, et ainsi de suite et donc voilà, donc du coup, bah, j'ai eu un diagnostic et puis c'est pas parce que tu as un stress post-traumatique que tu sors de l'armée, mais moi j'ai fait ce choix, j'ai fait cette bascule en disant, «Bon, il m'arrive ça, est-ce que ça serait pas le moment de mettre un terme à cette première carrière qui est pour moi, les meilleurs moments de ma vie, hein?» Parce que c'est vraiment, ce moment traumatisant qui est survenu et qui est toujours présent, on pourra l'aborder, hein. Le stress post-traumatique, ça peut durer une vie, hein. Bah, Mmh. j'ai fait un suivi enfin psy avec des gens qui m'ont accompagné. On a travaillé sur l'EMDR. L'EMDR, c'est une méthode qui permet je dirais, de recalibrer un petit peu, alors je suis pas spécialiste de ces méthodes, mais en tout cas, j'en étais, le «cobaye» entre guillemets donc je l'ai vécu de l'intérieur et c'est des méthodes qui permettent de recalibrer un petit peu, des souvenirs, de remettre dans les bonnes cases, des événements. Et c'est plutôt, très enfin, en tout cas sur moi ça a marché et Mmh. hem et du coup tout ça pour dire que c'était le moment de bascule. Il a fallu se dire: «Bon, ben, maintenant on arrête ça et Mmh. on passe à autre chose». Donc heu, donc c'est ce qui OK, s'est ouais. passé en 2016. OK, donc ouais, 2016. ce que je perçois de ce que tu me racontes, il y a eu en fait 2 temps. Il y a eu sur le terrain où tu as reçu ces fragments et cetera, qui a été peut-être le moment 1 et le moment 2 lorsque tu étais, en Ouais, formation. c'est un peu ça. En fait, si tu veux, il y a eu ces fragments qui ont été si tu veux, la goutte d'eau, mais là, c'était une mission qui était assez complexe. On a vécu un incendie sur place, il y a eu, beaucoup de pertes humaines, beaucoup de blessés, civils, non pas par l'armée française, hein, mais parce que c'était une guerre civile, donc des gens qui s'attaquent à la machette et cetera. C'est pas, le cerveau, il prend, il prend, il prend, il emmagasine et tout, voilà, c'est pas simple à digérer. En tout cas, moi, je l'ai mal digéré. Il y en a qui vont très bien, hein, qui sont toujours, des camarades qui sont toujours, à l'armée, qui sont Mmh, toujours, autant investis et puis moi, j'ai fait ce choix de bascule. trop bien. Bah, en tout cas, bravo et merci de partager ça avec, cette authenticité et j'ai peut-être une dernière question pour cette thématique. Tu sais, j'avais écouté un entretien podcast que tu avais fait précédemment avec une autre personne et tu avais dit que Ouais. tu étais rentré à l'armée pour connaître tes limites et les dépasser. Qu'est-ce que tu répondrais peut-être aujourd'hui au Romain d'avant, tu vois, celui qui cherchait ses limites justement là-dedans? Alors, si qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire qu'il va pas les trouver, si Mmh. tu vois? Je dirais que les limites, elles sont, constamment en évolution avec ta propre évolution. Je dirais que j'ai trouvé certaines limites, physiques, parce que le physique, c'est mécanique, il a ses limites, heu, c'est comme ça. Mais au niveau mental, les limites, elles sont toujours, repoussées. Si on prend l'exemple, de quelqu'un qui fait de la marche et qui commence à gravir, heu, le Massif central, à Clermont là, le Puy-de-Dôme, Mmh. ça va être une épreuve. Puis quand il va arriver en haut, il va dire: «Bah, je veux passer, au Mont Blanc», puis, ainsi de suite, puis arriver jusqu'à l'Everest. Mais le 1er lui qui a monté, le Puy-de-Dôme, c'était insurmontable et finalement, maintenant il arrive à gravir l'Everest, entre guillemets. Donc en fait, c'est les limites, elles sont censées, je dirais que, alors ça, c'est encore une fois ma vision, hein. Les limites mentales, je pense pas qu'on puisse les atteindre et si on pense les avoir atteints, c'est on se met des barrières mentales. On s'auto-bloque. Mmh. Intéressant. Moi, je le vois comme ça. Ouais, Je dirais que c'est ce que au niveau de mes limites, c'est ce que je me dirais à moi-même: «Fonce, de toute manière, tu arriveras pas à les trouver». trop bien, C'est Voilà. trop bien. Ça me parle beaucoup, ça me parle beaucoup. Je te propose qu'on avance un petit peu et qu'on aille Ouais, peut-être dans cette période qu'on pourrait appeler ensemble, l'entre-deux ou tu sais, revenir à soi pour se réinventer. Donc j'imagine, une période vraiment différente pour toi, de retour, dans la vie civile où il y a peut-être plus ce même cadre, plus les mêmes codes, les mêmes missions. Qu'est-ce que tu as ressenti, tu sais, à ce moment-là, dans cette phase entre 2. Comment ça s'est passé pour toi, tu vois? comment ça s'est passé? Ça s'est pas bien passé. C'est si tu veux, l'armée, encore une fois, de l'extérieur, on croit que c'est très dur, très très ferme et cetera et non, on est dans un cocon.
On est dans un véritable cocon, c'est du duvet et quand on se retrouve tout seul, pour le coup, dans le civil, alors je suis marié toujours avec la même personne qui était avec moi pendant que j'étais aussi militaire, mais malgré tout, il y a ce soutien, mais dans le civil, c'était une deuxième naissance. En OK. gros, tu vois, c'était, réapprendre des codes, réapprendre, tout réapprendre, en fait. Heu, bon et tout réapprendre avec, des déconvenus en déconvenus, tu vois? Mmh. Heu, Se dire que finalement l'armée c'est je me suis posé des questions. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que parce que c'est finalement le civil, c'est dur, quoi. Tu vois, en tout cas la société d'aujourd'hui est dure. Mmh. Parce qu'on est très individualiste, on est auto-centré, heu, on a des jolis téléphones qui nous auto-centrent encore plus, et on fait passer son propre, je dirais son propre plaisir avant celui de l'autre et l'armée, c'était l'inverse, c'était, bah, effectivement, il y a l'individu, mais il y a aussi la cohésion, il y a aussi le groupe, il y a aussi la solidarité, quoi. Donc ça, c'était une première claque, Mmh. je dirais et arrivé dans le civil, j'ai vécu, un moment que j'ai vécu à l'armée. Tu me parlais d'un moment, qui était un peu marquant pour moi. Hem, j'ai vécu le lâcher prise, si tu veux. C'est, Ça fait en fait, bizarre, non? ça fait ouais, ça fait un peu bizarre, ouais. Alors le lâcher prise dans un sens, différent de celui de l'armée, parce que si on rapidement je refais une parenthèse sur l'armée, le lâcher prise que j'ai pu vivre, c'est le lâcher prise où, c'est la fin, c'est fini pour moi. Mmh. On est débordé, on est dépassé. C'est ce petit exemple que j'avais pu donner à un moment donné là, il y a quelques minutes où, dans l'esprit, c'est bon, c'est fini quoi. Et tu lâches prise. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, j'ai lâché prise et arrivé dans le civil, alors c'était pas aussi fort émotionnellement et sur du stress ou autre, mais il y a eu ce lâcher prise en disant, «Bah, on va voir ce qui va se passer». En fait, on va voir ce qui va se passer, avançons. Voilà, on va avancer, mais il y a eu ce lâcher prise. Hem, je te dis de se lâcher prise, pourquoi? Parce que, ma période d'arrivée dans le civil, eh bah, elle s'est adjointe de ce stress post-traumatique qui était ultra présent au début, hein, parce que je suis redevenu civil, mais j'étais toujours, très, très, Ouais, c'était tout frais. Mmh. c'était voilà, la plaie était encore, très, très ouverte et c'était compliqué à gérer, donc il fallut compenser, le manque d'accompagnement militaire, l'arrivée dans le civil, ce stress post-traumatique et cetera. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un lâcher prise à un moment donné, mais qui a été malgré tout de courte durée. Hem, mais voilà un petit peu comment ça s'est passé. Mmh. Hem, voilà. Et tu sais, dans mon premier épisode avec Alex, on avait beaucoup parlé donc par rapport à son parcours, hein, qui est différent du tien, mais d'acceptation. Mmh. Comment tu perçois, toi, peut-être cette notion d'acceptation qu'on peut aussi relier à cette idée de lâcher prise, hein, qui peut être une autre étape par rapport à, bah, ce moment de transition, de changement dans ta vie? Ouais, ah bah, l'acceptation, alors c'est exactement ça. C'est ce qui a permis de me faire avancer. Il y a eu ce lâcher prise, puis, parce que tu es dans un engrenage et puis après il y a eu l'acceptation. Si on parle rapidement du stress post-traumatique, le stress post-traumatique, il était très, très dur, à vivre parce que je ne l'acceptais pas. Tu vois, il y avait ce côté, je savais qu'il m'arrivait quelque chose parce qu'après tu en es conscient, tu t'es suivi par quelqu'un, tu t'aperçois effectivement que tu dors plus, enfin qu'il y a plein de choses il t'arrive quelque chose, donc tu Ouais. tu l'acceptes, ça. Mais accepter le stress post-traumatique, c'est ce qui a été aussi l'élément déclencheur et accepter ma revenue dans le monde civil, c'est ce qui m'a permis d'avancer, de réavancer. Parce que l'acceptation, si tu veux, si on parle du stress post-traumatique, pour moi, si je devais l'imager, c'est, c'est une ombre mentale qui est là, quoi. Tu vois, qui t'envahit et qui est tout le temps là. Tu vois, qui Mmh. t'envahit et toi tu la combats, voilà, tu la combats. Mais, depuis que je l'accepte, elle est toujours là, cette ombre, elle est toujours présente, cette ombre mentale qui est plus ou moins là si je suis stressé. Parce que malgré tout, même si on parle depuis tout à l'heure d'outils pour gérer le stress, il y a toujours, des phases de stress, hein. Heu, il y a toujours un moment stressant dans la vie, quoi qu'il arrive, même si on a des méthodes. Eh ben, cette ombre, elle évolue, elle grossit ou elle diminue, mais elle est toujours présente et maintenant que je l'accepte, donc ça fait 10 ans, hein, maintenant quasiment, hem, eh ben, ça avance, ça déroule et il faut avancer avec.
Je vais faire un rapide, j'espère que ça sera pas mal pris par les gens qui vont nous écouter. J'en ai jamais eu, hein, mais je me le souhaite et je le souhaite à personne, un cancer. Quand tu as un cancer et que tu apprends que tu as un cancer, c'est la débandade, c'est tout va mal et puis tu t'aperçois, parce que j'ai des gens qui ont eu des cancers autour de moi et qui quand ils l'acceptent, ils redeviennent combatifs. Ils reprennent «le dessus» entre guillemets sur la maladie et puis ils avancent. Tu vois? Et c'est un peu le même principe. Alors le même principe, c'est pas, je compare pas ce que j'ai à un cancer, c'est pas ça. Ouais. Mais c'est pour te donner dans le choc émotionnel que ça peut être, de dire: je vais mourir, enfin, il y a plus de solution». Mmh. Mais en fait, si je l'accepte, potentiellement, le brouillard va s'estomper un petit peu et je vais arriver à saisir telle ou telle prise qui va me permettre d'avancer et regravir un petit peu la montagne que j'étais en train de monter, quoi, si tu veux. J'adore ce que tu dis, parce que ça me fait faire tellement de ponts et de liens avec le coaching et notamment une citation de Jung qui dit, «Tout ce que tu résistes persiste» et en fait, moi, je le vois beaucoup lorsque j'accompagne, des clients. Cette idée, alors quand tu as une peur ou une croyance limitante, c'est plus tu veux plus tu veux la confronter, plus il va y avoir de résistance et ce que tu dis illustre beaucoup le fait que pour aller à l'étape d'après, c'est accepter et Ouais. c'est l'acceptation qui permet d'avancer et je trouve ça, si ch ça me fait un miroir de, voilà, de plein de situations que je vois. Je trouve ça hyper intéressant ce que tu partageais aussi sur l'ombre et cetera et et du coup dans est-ce que tu arrives à identifier des choses qui t'ont permis d'aider à accepter? Est-ce que je sais pas, est-ce que c'est un mantra, des techniques, des outils ou ça a été un processus Ça a été un vécu? processus je dirais de plusieurs mois. Ouais, Parce il faut savoir que ma dernière année, de militaire, je l'ai passée en reconversion pour faire le métier que je fais aujourd'hui. d'accord. L'armée, elle lâche pas les soldats, en tout cas les militaires qui n'ont pas de métier, moi j'avais pas un métier qu'on pouvait, retrouver, sur Pôle emploi ou, sur Indeed. Donc forcément, ils mettent en place un système, alors à l'époque ça s'appelait, je sais pas si ça s'appelle toujours comme ça, mais c'est, le pôle mobilité défense qui permet d'accompagner en fait des militaires dans leur reconversion et qui permet de faire une sorte de d'état des lieux de la carrière et de dire: bah, qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu veux faire ça? On monte un dossier. C'est un petit peu le pôle emploi de l'armée et puis ils nous OK. accompagnent, on trouve une formation et qui est souvent payante, hein, la formation et du coup on met en place nos fonds Mmh. pour suivre cette formation et acquérir un métier. Et donc ça a été un cursus assez long, je dirais plusieurs mois. Il y a pas forcément, en tout cas moi en toute, sincérité, j'aurais pas d'outils à transmettre à ce niveau-là parce que c'était un travail, je dirais quotidien sur, je dirais c'est où tu te parles, sans te parler, Mmh. mais que tu fais des petites, je dirais c'est pas simple à expliquer, en tout cas, je fonctionne comme ça. C'est, Tu disais des choses, tu te parles, c'est un dialogue interne en fait? c'est un dialogue interne avec des obstacles. Moi, je Ouais. fonctionne beaucoup comme ça. Je me mets des ob On en parlait tout à l'heure où je te disais quand tu visualises, tu te mets un mode, catastrophe ou tu te mets un obstacle volontairement pour, te sortir et ça, je me suis aperçu que je le faisais depuis tout petit. Si tu veux, moi, quand j'étais gosse, j'ai jamais été diagnostiqué, avec des TOC ou des tics ou des choses comme ça, mais j'en avais. Mmh. Comme beaucoup d'enfants, peuvent avoir. Mais moi, j'avais des TOC, qui me suivaient un petit peu, un petit qui m'ont suivi un petit peu longtemps, tu vois? Jusqu'au collège, où il fallait que je passe par tel chemin, pour, aller au collège, et si je passais pas par là et que je marchais pas 4 pas sur ce trottoir, ma journée, elle était fracassée. OK. J'étais pas psy, mais c'était des petits, challenges que je me mettais dans la tête et finalement quand j'arrivais pas à le faire, eh ben, je passais une mauvaise journée et quand je me suis aperçu que je faisais ça, je me suis dit, «Il faut arrêter». Donc je faisais exprès de le faire et de fauter, tu vois? Et je me faisais des petits exercices en gros de dire: «Bah, voilà, tu vois, en fait, là, tu as pas fait tes 3 pas ou 4 pas sur tel truc, mais finalement, Mmh. tu vois, il s'est rien passé donc ta journée, elle va bien se passer et blablabla». Et en fait, c'est ce que je faisais aussi. C'est-à-dire que je me faisais des exercices, des scénarios, des trucs, sur cette période de ma vie, qui était passée et qu'est-ce qui allait arriver. Et il y a eu, on n'en a pas parlé, mais je peux en parler rapidement. Il y a eu cette phase de transition, Mmh. un moment de tampon dans ma vie qui a duré à peu près 4 mois et c'est là où je me suis un petit peu,
un petit peu pas soigner parce que je suis toujours pas soigné, stress post-traumatique, c'est dur à je pense que ça va me poursuivre Mmh. cette ombre, elle sera toujours là avec moi. Mais, pendant 4 mois, je me suis lancé un défi. Quand, j'ai eu ce stress post-traumatique, je rentrais de mission pendant, entre-temps, ma femme, a trouvé un logement, un projet, d'acquisition, pour acheter, notre future maison où on est actuellement, mais c'était en mode, un plateau. Tu vois? OK. Vraiment, et puis moi j'ai dit, bah, on va le faire. On va le faire nous. On va pas prendre d'artisan et on va le faire nous. Et en fait, pendant 4 mois, j'ai, bossé dans ce chantier. Alors ma femme venait m'aider le week-end ou le soir et cetera. Mmh. Mais j'ai, sans aucune connaissance du bâtiment, hein, sans rien, sans rien. Alors, j'ai pas fait l'électricité, j'ai pas fait la plomberie parce que c'est reste assez technique, mais ça a été un moment où j'étais seul, tu vois, à construire quelque chose. Et quand tu construis quelque chose, ça t'aide, mécaniquement à te reconstruire. Enfin, ça peut paraître un peu niais ce que je suis en train de dire, je m'aperçois, je me Non, regarde mais dans la tu caméra. ça crée de l'é ça crée de l'élan, en fait. Ouais, ouais, ça crée de l'élan, de la satisfaction et de se dire: «Bah, voilà, il y a ce qui se passe actuellement dans mon cerveau», parce que c'est un combat contre toi-même, hein. Stress post-traumatique, c'est toi et toi-même. Mmh. Mais finalement, bah, j'arrive c'est ces prises que je te disais dans le brouillard, en fait. De Ouais. dire: «Bah, j'ai fait ci, j'ai fait ça», de remettre le pied à l'étrier et de pas se c'est souvent on me caractérise comme quelqu'un d'assez quand on me connaît bien, quand on me connaît bien, je suis sympa, mais on me trouve assez dur heu, mais non pas parce que je suis dur, mais c'est parce que je veux booster je veux la booster, quoi. Je veux dire, Mmh. saisis la tu peux saisir la prise, tu peux y arriver, voilà, et c'est bon, je pense que je suis un peu dur ou un peu trop, brut de décoffrage, je dirais, dans mes expressions et donc du coup, voilà, mais en tout cas, c'est ce tampon qui m'a permis de repartir, et d'aller de l'avant. Trop bien. Ouais, tu vois, c'est ce que je trouve fascinant, c'est qu'en fait, tu disais: Je vois pas forcément d'outils». En fait, dans ce que tu dis, moi, si je synthétise un peu de ce que j'entends, en fait, l'outil, à proprement dit, c'est dans l'acceptation, mais c'est aussi qu'il y ait des zones tampons, tu l'as dit. En fait, ça peut Ouais, prendre plusieurs mois. Donc c'est de relier l'acceptation à il y a une zone tampon, elle est nécessaire. Et ce que je retiens aussi de ce que tu dis, dans cette reconstruction aussi, c'est les projets, remettre du mouvement pour créer de l'élan. Voilà. c'est ça. Dans cette première partie, Romain nous a partagé des clés concrètes qu'il a mobilisées sur le terrain, la préparation mentale avant chaque mission, la respiration, mais aussi la cohésion et le leadership par l'exemple. Il nous a aussi livré des passages forts vécus en opération et ce point de bascule vers sa nouvelle vie. Si cette conversation t'a plu, n'hésite pas à liker, à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et surtout à partager autour de toi. Dans la deuxième partie, on parlera du passage de l'ombre à un nouvel élan, les différentes phases de transition et de comment Romain a trouvé les ressources pour bâtir sa nouvelle vie d'un certain âge. Très vite, à la suite de cet épisode, les coulisses du mental.